Bonjour. Les astronomes, les scientifiques ont leur trou noir. Je veux parler de ces endroits de l'univers dont on ne sait pas très bien ce qu'ils recèlent. Les économistes ont également leur trou noir. Ce trou noir, c'est l'argent sale, l'argent de la corruption, l'argent des mafias. Et ce sont des montants considérables. Il y a une quinzaine d'années, on évaluait à peu près à entre 500 et 1000 milliards de dollars par an le montant de cet argent noir. Plus récemment, la Banque mondiale, elle, a estimé cet argent sale entre 1000 milliards et 1600 milliards de dollars par an, dont le tiers environ pour le crime organisé. Cet argent sale cherche bien évidemment à se recycler dans des activités honorables, ayant pignon sur rue. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'avec la mondialisation et le développement, avec la bénédiction des États, des paradis fiscaux, cet argent sale se retrouve finalement dans les mêmes lieux que l'argent des multinationales et des hyper riches et des banques. Les narcodollars y cohabitent avec les fonds provenant de l'optimisation fiscale. Des paradis fiscaux par où transitent environ 50% du commerce mondial, qui abritent 4000 banques et qui gèrent 10 000 milliards de dollars d'actifs financiers. Voilà le décor. Alors on nous annonce régulièrement la lutte contre ces paradis fiscaux, au G7 hier, au G20 aujourd'hui. Mais on a l'impression que c'est un peu un travail de Sisyphe. Pour en parler, Xerfi Canal a invité un des meilleurs spécialistes français en la matière. Je veux parler de François Daubert. François Daubert, bonjour. Bonjour. Alors, votre carrière d'homme politique est connue. Vous étiez ce qu'on appelle un bariste et vous étiez proche d'Alain Madelin. Vous avez été député pendant une trentaine d'années de la ville de Laval, cette ville dont vous êtes très attaché. Et vous êtes un libéral, mais un libéral qui a voté non au traité de Maastricht. Vous avez été plusieurs fois ministre, entre 1995 et 1997, et 2002 et 2005, ministre du budget, très peu de temps, et de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais votre spécialité, si j'ose dire, votre fonds de commerce, c'est bel et bien la lutte contre l'argent sale et les liaisons dangereuses que la finance peut avoir avec le crime organisé, les mafias. Vous avez été un des premiers à enquêter à la fin des années 80 sur le scandale du Crédit Lyonnais, à l'époque de Jean-Yves Abraire. Vous avez même écrit un ouvrage sur le sujet. Et il y a 2 ans, vous avez été nommé délégué général à la lutte contre les paradis fiscaux et secrétaire du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements chargé de lutter contre la fraude fiscale. Alors c'est un nom très long, c'est un organisme qui est lié à l'OCDE. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre job ? J'ai 2 jobs. Il y en a un comme délégué à la lutte contre les paradis fiscaux qui se passe à Bercy. Et puis le deuxième qui est un groupe qui a été constitué avec 95 pays, qui s'appelle le Forum mondial sur la fiscalité et la transparence fiscale, et qui a pour but de faire appliquer les standards de l'OCDE en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, et donc de militer en faveur de la transparence. Ça veut dire très concrètement qu'actuellement, nous procédons à l'évaluation de la réalité fiscale en termes de réglementation, de législation de 95 pays dans lesquels il y a des paradis fiscaux, d'autres qui le sont moins, des structures des pays offshore, des juridictions, comme on dit, et puis les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que tout le monde passe dans notre moulinette. Donc actuellement, on en est à une vingtaine de pays qui ont déjà été évalués sur des critères très précis, qui sont des critères de transparence et d'échange de renseignements fiscaux. Donc c'est une approche, une des approches de la lutte contre les paradis fiscaux, parce qu'il y a d'autres aspects de la lutte contre les paradis fiscaux, il y a l'aspect blanchiment, alors évidemment. Justement, là, on est sur le fiscal. Mais dans beaucoup de cas, les deux se rejoignent, parce que les critères de transparence, ça veut dire que, par exemple, un pays, s'il veut vraiment être transparent, on doit pouvoir identifier, connaître les bénéficiaires ou les propriétaires réels de telle ou telle structure, de telle ou telle société implantée dans un paradis fiscal, de tel ou tel trust, c'est-à-dire toutes ces structures plus ou moins opaques, parfois très opaques, et qui servent à la fois à promener des capitaux pour qu'ils échappent
à la fiscalité, et puis aussi à blanchir de l'argent, ou à être utilisé, dernier point, ou à être utilisé pour des opérations boursières dont un certain nombre de gens ne veulent pas connaître l'origine, ce qui permet des ententes boursières. Oui. Alors, on va organiser l'entretien autour de deux aspects. D'abord, l'argent sale, les narcos, le crime organisé et les paradis fiscaux. Et ensuite, on verra l'argent, sinon propre, du moins sale, et les paradis fiscaux. Alors, en ce qui concerne les narcodollars, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les narco-États, les principaux narco-États que représente l'argent du crime organisé et des filières de la drogue? Ça s'est un petit peu déplacé, notamment sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Bon, la Colombie reste un très gros producteur mais sur le plan financier, ça s'est largement déplacé sur le Mexique. Et sur on peut dire que c'est un narco-État aujourd'hui? On ne peut pas dire que c'est un narco-État parce qu'il y a une lutte farouche lancée par le gouvernement contre les parrains de la drogue. Mais en même temps, la police est totalement corrompue. On ne peut pas dire ça. Il y a vraiment une lutte qui est engagée, qui coûte d'ailleurs, qui entraîne des pertes très lourdes, et dans la police et dans l'armée. Alors c'est vrai qu'avec la police, ils ont des problèmes, mais il y a plusieurs gangs avec des organisations qui sont gigantesques et avec des complicités financières. Et c'est là où on arrive dans le problème. Quand même, sur la volonté de la lutte des autorités politiques, il me semble que, par exemple, un ancien président du Mexique, Salinas, frère, Salinas était complètement lié au parrain de la drogue. Alors, Salinas, c'était avant. Évidemment, on peut toujours avoir une suspicion par rapport à la volonté, parce que la tendance, c'est toujours de dire, oui, bon, il y a 10 ans, c'est arrivé, mais maintenant, ça ne se passera plus. Et puis, quand vous téléphonez 10 ans après, on vous dit, non, aujourd'hui, ça se passe plus. Ça pouvait éventuellement se passer il y a 10 ans. Or, le 10 ans, dans 10 ans, est aujourd'hui. Donc, il y a un peu de dialectique. Parce que ça représente quand même énormément d'argent. Alors, les fonds sont très importants. Et je pense que le monde financier n'est pas tout à fait conscient. On ne veut pas reconnaître que l'argent sale entre vraiment dans des circuits financiers légitimes, enfin légaux. On a eu des affaires, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle, mais des affaires très, très précises avec une banque qui s'appelle la banque Wachovia, qui est une banque américaine qui était là 5 ou 6, qui a été absorbée par Wells Fargo il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Wachovia était en relation professionnelle, quasi contractuelle, avec les bureaux de change mexicains. Les Casa de Cambios. Les Casa de Cambios, qui recyclent depuis toujours l'argent de la drogue, mais qui ont pris une importance considérable depuis que existe un trafic très fort entre la Colombie et le Mexique. Et donc, les Casa de Cambios sont au premier rang pour le recyclage. L'argent part de Colombie, va au Mexique, à travers les Casa de Cambios et repart aux États-Unis ensuite. Oui, et puis il y a un autre circuit avec les États-Unis, parce qu'avec les États-Unis, il y a des allers-retours. En réalité, il y a de l'argent qui part aux États-Unis, et il y a beaucoup d'argent qui revient, et qui se mêle au flux historique de l'argent envoyé par les travailleurs renvoyé par les travailleurs mexicains aux États-Unis. Ils le lavent en fait aux États-Unis. Tout ça se mélange. Et on était arrivé sur Wachovia, c'est l'enquête qui a montré, c'est une enquête FBI et DEA américaine, qu'avec les bureaux de change, dans l'espace de 3 ans, entre je crois que c'est 2004 et 2006, il y avait près de 300 milliards de dollars qui avaient transité par ce canal, ces véhicules, entre guillemets, entre Wachovia et les Casa de Cambios. Alors, ça ne veut pas dire que c'était que de l'argent sale, évidemment. Mais ça ne sentait pas très bon. Et sur une opération avec une Casa de Cambios, alors que Wachovia avait des relations avec 13 Casa de Cambios. Sur une seule, les enquêteurs se sont aperçus qu'il y avait eu 160 millions de dollars en l'espace de quelques mois qui avaient été introduits dans la finance américaine via Wachovia. Et donc, parce que, comment ça a été découvert? Tout simplement, saisie de 5 tonnes, puis de 18 tonnes de cocaïne sur 2 avions gros porteurs, enfin genre DC-9, au Mexique. On regarde comment ont été achetés
ces avions. On retrouve une compagnie qui est à Miami, qui est d'ailleurs celle qui avait entraîné les terroristes du 11 septembre, une compagnie d'aviation. Et en fait, l'argent avait été tiré sur un compte à Oklahoma City, non pas de Wachovia, mais d'une autre banque. C'était Wachovia qui avait monté toute l'opération. Et donc, après ça, cet argent était censé être éclaté un petit peu partout, notamment à Londres, mais aussi sur d'autres places financières et certainement sur des paradis fiscaux. Donc, c'est la preuve, c'est des choses qu'on sait, mais à un tel niveau. Et pour une opération, il y a combien une opération, une canal avec Ambios. Alors, Wachovia a été condamné, sanctionné plutôt, parce que l'enquête n'a pas été menée à son terme et les autorités américaines ont préféré en rester là. C'est-à-dire que l'attorney de Miami a dit, voilà, bon, en gros, on est en crise, Wachovia va reconnaître qu'ils n'ont pas bien agi, qu'ils n'ont pas été compliant, conformes par rapport à la législation très dure anti-blanchiment, donc on va leur infliger une amende et ils vont s'engager à bien se comporter et à revoir complètement leur système et surtout à investir dans la compliance, parce que la compliance, ça coûte cher, il faut du personnel. Donc évidemment, Wachovia s'y est engagé, ça c'était il y a un an, l'accord était valable pour un an, donc il y a des gens, très bien intentionnés, mais qui pensent qu'à partir du 10 mars 2011, en quelque sorte, ils ont un droit de recommencer. Oui. Donc, c'est aussi un petit peu l'ambiguïté. Vous comprenez que c'est ce qui fait que l'on puisse être sceptique sur la réalité de la lutte contre... Oui, mais là, je voudrais ajouter quand même une chose, c'est que je pense que, d'abord, cette banque n'avaient pas fait de très bonnes affaires, ils étaient sur les subprimes, ce qui veut dire qu'un certain nombre de banques, alors, pas forcément celles qui ont pignon sur rue. Là, ce qui est un peu exceptionnel, c'est que c'était quand même la 5e ou 6e banque américaine. Mais pour des problèmes de liquidité, n'hésite pas à récupérer de l'argent d'origine douteuse, voire extrêmement douteuse. Et avec la crise, avec les règles de Bâle III, qui apportent des exigences supplémentaires, en matière de ratio de liquidité, vous avez une pression aussi pour les banques à avoir une liquidité forte. C'est un des effets pervers de Bâle III, alors. Oui, c'est un effet pervers dont on a jusqu'à maintenant peu parlé, mais qui me paraît assez possible. Et des banques fragiles peuvent se montrer peu regardantes. Alors, en même temps, elles sont prises. Ou des pays même. Ou des pays, oui, mais enfin, parce que c'est vrai, parfois il y a un peu de confusion. Lettonie. Il y a un petit peu de confusion. Il faut bien dire, on parlait de trous noirs tout à l'heure, ce sont des pays qui ne sont pas encore dans notre forum global, donc ils ne se prêtent pas, ils ne sont pas soumis à évaluation. La Lettonie n'est pas soumise. Classement. Ni la Lettonie, ni la Lituanie. L'Estonie y est. Pas non plus les pays d'Asie centrale. Et c'est quand même un comble que les deux pays qui font partie de l'Union européenne, non ? Alors, dans l'Union européenne, il y en a 2 ou 3 non plus qui n'y sont pas. Oui, c'est quand même un comble, non ? Moi, je trouve ça tout à fait dommageable. Et donc, mais la politique en même temps de l'OCDE dans ce domaine et de toutes les grandes nations, c'est de faire adhérer le maximum de pays, de juridictions au forum global, de façon à pouvoir les soumettre à cette évaluation. Cette évaluation, quand elle est mauvaise, c'est un système de notation en réalité. Ces pays sont promis à un classement, certains diront, à une reconstitution de listes noires, de listes grises, parce qu'on était dans ce système des listes noires et des listes grises on y est encore aujourd'hui, par ailleurs. C'est le système qui avait été décidé au moment du G20 de Londres, mais pour sortir des listes noires, il suffisait pour un pays d'avoir signé 12 conventions fiscales. Donc la plupart des pays les ont signées et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Non, mais il y en a qui les ont signés, les paradis fiscaux, ils les ont signés entre eux. Oui, mais ça, qui les ait signés entre eux, c'était une manière d'aller plus vite qui est dommage. Non, ce qu'il y a eu aussi, c'est des paradis fiscaux qui ont signé avec des pays avec lesquels ils n'avaient aucune relation économique ni financière. Donc, c'était vraiment pour la beauté du geste. Donc, ça, on est en train de revenir là-dessus, parce que dans nos critères d'évaluation du Forum global,
les conventions bilatérales, les conventions de double imposition, d'échange de renseignements, doivent être signées avec des partenaires, des vrais partenaires financiers. C'est-à-dire avec des pays avec lesquels il y a une véritable relation financière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et exemple, bon, Monaco. Monaco a été évalué, plutôt une bonne évaluation, à une exception près, c'est qu'ils n'ont pas de convention. Je dis bien, on est sur le fiscal, oui, et on oui. est sur l'échange de renseignements. C'est-à-dire qu'une administration fiscale demande à une autre des informations sur un compte de monsieur un tel ou de monsieur un tel qui est censé... On est passé de l'argent sale à l'argent illicite, disons, voilà. Illicite par rapport aux législations nationales. Pour nous, en France, c'est vrai que sortir de l'argent sans le déclarer, c'est la seule chose qui est illicite. Sans le déclarer au plan fiscal, à ce moment-là, on se met en infraction. Donc on est en droit de demander au pays d'accueil de cet argent, effectivement, à l'administration fiscale de ce pays qui, elle, à ce moment-là, va voir la banque, les banques des pays, de son propre pays, de leur demander des informations précises, les comptes, les montants, les mouvements de comptes, etc. L'Italie, Monaco, a passé des conventions. Oui. Avec la France, il n'y a pas de problème. Mais ça, de toute façon, une ancienne convention, pas de problème d'échange de renseignements avec la France. Mais il n'y a pas. Monaco n'a pas encore de convention avec l'Italie. Quand on va à Monaco, on voit bien que l'Italie est très présente. Tous les Italiens sont très présents. C'est un aspect gênant. Alors, il y a un autre pays qui n'a pas de convention avec eux, c'est le Royaume-Uni, ce qui est un peu dommage. Il y a simplement une différence, c'est que l'Italie demande à Monaco de signer, d'avoir une convention, alors que le Royaume-Uni ne le demande pas. Oui, alors, ce qui paraît un peu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, posons le cas du Royaume-Uni, voilà, la perfide Albion, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas la justification même de la City? Est-ce que la City en elle-même n'est pas une sorte de paradis fiscal? Il est sûr que la City, sans son autonomie fiscale ou financière, qui est définie par, juridiquement, la City, une sorte d'entité juridique, plus les îles anglo-normandes, plus les anciennes colonies, en particulier des Caraïbes, qui forment, par rapport à la City, qui sont d'une espèce de back-office. C'est vrai que il y a des conventions de la City, je crois ils ont des conventions. Et puis peut avoir des comptes offshore. La City a elle-même ses propres comptes offshore. La question, si on se passe sur le plan bancaire, effectivement, c'est le fonctionnement de l'offshore banking, enfin de la banque offshore. Tous les paradis fiscaux ne sont pas forcément, n'ont pas forcément des mécaniques offshore, mais les principaux en ont. Je veux dire, Caïman, par exemple, qui est un centre offshore. Les 2 tiers des hedge funds américains sont à Caïman. Sont à Caïman, des hedges aussi anglais. Le problème fiscal, c'est que l'argent qui est produit par les hedge funds, soit au profit des investisseurs, soit qui est retourné aux banques qui financent les hedge funds, soit l'argent gagné par les managers des hedge funds, soit fiscalisé quelque part. Alors, aux États-Unis, il l'est partiellement, même quand ils sont implantés à Caïman. En Angleterre aussi, mais on est vraiment dans du très partiel. Et on arrive à des sous-fiscalisations de montants très considérables qui correspondent soit à des plus-values, soit à des salaires qui sont... Parce que c'était le phénomène des 20 dernières années, effectivement. Avec la mondialisation et la multiplication des flux financiers, et l'optimisation fiscale qui a été encouragée finalement par le système idéologique ambiant. On a optimisé fiscalement et c'était normal puisque l'État, on considère l'impôt comme finalement anachronique et injuste finalement. Donc on se débrouille pour ne pas payer d'impôts. Et la législation le permet. L'observation économique, macroéconomiquement, on a assisté depuis 10 ans. Ça s'est vraiment considérablement accéléré. Les paradis fiscaux existent depuis bien longtemps, mais bon, depuis 10 ans, les flux financiers mondiaux ont augmenté à peu près 2 fois plus vite, offshore, 2 fois plus vite que la croissance mondiale. Donc, c'est vrai qu'il y a des quantités gigantesques qui tournent à toute vitesse, et puis des volumes très importants qui sont stockés, ou stockés et gérés
sur place, dans telle place offshore, Suisse, Singapour, pour citer les grands, Hong Kong, la City, les États-Unis aussi, soit gérés à partir d'une place offshore, mais installés, si je puis dire, ou stockés ailleurs. C'est là où les mécaniques sont difficiles, parce que les schémas d'optimisation sont lourds, mais vous pouvez très bien avoir de l'argent qui est arrivé en Suisse, mais qui est en quelque sorte reparti, parce qu'il est booké sur un compte d'un trust. Le trust est installé à Jersey, je prends un exemple, ou à Guernesey ou au Caïman, et l'argent du trust, là où c'est booké, c'est encore dans une autre place financière. Donc, d'abord, les statistiques sont difficiles à monter, et puis, deuxièmement, c'est vrai que c'est difficile à remonter. On n'arrive pas à remonter les filières. C'est ça, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un réseau complet d'échanges de renseignements, de façon à pouvoir déclencher à la demande sur des cas. C'est vrai précis, ça serait mieux si on était en échange automatique, mais ça, on a beaucoup de mal à avoir un consensus sur l'idée d'échange automatique d'informations fiscales. Ça existe au niveau européen avec deux exceptions qui sont l'Autriche et le Luxembourg. Il y avait la Belgique, mais ils se sont mis en échange automatique. Et puis évidemment la Suisse, mais qui n'est pas tout à fait dans l'Union européenne. Donc, si on a ce réseau d'échange de renseignements, dès lors qu'une administration fiscale a la volonté, et un peu de volonté politique aussi là-dessus, d'activer l'échange de renseignements, avec ces conventions, il y a plus de 600 conventions qui ont été signées depuis 1 an et demi maintenant, on a cette toile d'araignée, ce réseau qui permet, je ne dis pas en principe, qui doit permettre réellement de remonter aux véritables bénéficiaires, aux véritables propriétaires, de façon à pouvoir leur faire payer les impôts qu'ils doivent. Oui, mais par exemple, on a l'exemple de la défiscalisation de certaines multinationales, beaucoup de multinationales, et je prends le cas Google, qui commence à être célèbre, mais il n'y a pas de Google. Oui, il y a Amazon. Alors, il faut expliquer comment Google procède. Hein. Alors, l'optimisation fiscale, elle est le fait à la fois, mais ça fonctionne de façon quand même assez différente. De grandes entreprises, nationales et d'autres, ou n'importe quelle entreprise, simplement, comme ça coûte très cher d'avoir des schémas d'optimisation, de les faire construire par qui les fabrique, c'est un mélange de professions du droit et du chiffre. Donc, des juridico-comptables. De conseillers, fiscaux, de banques aussi très directement. Oui. Non plus, c'est les banques, faut pas être aveugle, bien sûr. Et puis, donc ça c'est pour les entreprises, ça coûte très cher. Donc les PME, PMI ont bien du mal à le faire, ce qui donne statistiquement, on ne reviendra pas sur l'histoire de l'optimisation, mais ce qui donne statistiquement un taux d'imposition pour les entreprises du CAC, par exemple, en France, qui doit être de 8 ou 8,5%, alors que les malheureuses PME, PMI, elles sont plus proches de 30%, 28%. Bon, mais ce phénomène-là, on le retrouve dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a une tendance internationale, parce que les gouvernements ne sont pas idiots, puis en plus, en ce moment, avec tous les déficits, tout le monde a un problème de déficit, y compris les Américains, les Indiens, les pays de l'Union européenne, les Français, etc. Donc, on essaie d'avoir des systèmes pour rapatrier, pour inciter les entreprises à rapatrier leurs bénéfices dans leur pays d'origine, en quelque sorte. Même multinationales, ils ont vraiment une origine. Et puis, il y a une deuxième catégorie de problème, c'est l'optimisation des particuliers, on disait tout à l'heure, ce qu'ils appellent dans le milieu bancaire les HNWI et autres ultra high net worth individuals. Alors, les hyper riches. Les hyper riches. Oui, enfin, d'abord, pas tous les hyper riches, parce que le high net worth individual, apparemment, c'est au-dessus de 1 million d'euros de fortune, et encore de fortune financière. Oui. C'est un peu des cas. Mais à 1 million, toutes les banques privées, tout le private banking ne s'occupent pas de vous. Il y en a qui vous disent que c'est quand même un peu... C'est à 10 millions. Un peu léger, donc il faut monter à 5, 6, 10, et puis toujours à Singapour, on m'a parlé de... c'est pas ultra... Enfin, de méga high net worth individuals. C'est au-dessus de 100 millions. 600 millions. 100 millions. 100 millions, oui. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais là, revenons sur les cheminements. Le cheminement Google, par exemple, parce que c'est intéressant quand même de voir. Donc, d'abord, ils ne déclarent pratiquement pas de chiffre d'affaires. D'abord, c'est les bénéfices faits à l'étranger, c'est l'activité à l'étranger. Oui,
Pas aux États-Unis, hein. Oui. Ces activités. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils se prennent 35% Oui. d'impôt sur les sociétés. Mais il y a l'utilisation des patents, des licences, Voilà. qui est délocalisée aux Bermudes, je crois. Hein. Donc, ils font un système. Oui, si. Enfin, En partie, oui. Ouais. Irlande aussi. Donc, c'est un système qui, pour le marché, le reste du monde, hors États-Unis, et notamment pour l'Europe, transite par l'Irlande. 12,5% là, d'impôt. Mais on diminue l'impôt en transitant ensuite par les Pays-Bas. Hein. Et après, on se retrouve aux Bermudes. Et ensuite, on repasse aux Bermudes et on joue sur les prix de transfert des patentes. Ouais. Au final, imposition de 2,5%. 2,5% sur les bénéfices faits à l'étranger. Mais il y a pire. C'est que le chiffre d'affaires, par exemple en France, Google n'a déclaré un chiffre d'affaires qu'à partir de 2009. Et ce chiffre d'affaires était de 50 millions de dollars. C'était ridicule. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, effectivement, de ne pas facturer le chiffre d'affaires dans le pays où c'est réalisé. Et ça pose un énorme problème. Ça, c'est lié, c'est effectivement extrêmement gênant, il faut essayer de rectifier les choses. C'est très largement lié aux entreprises qui font leur chiffre d'affaires avec des bénéfices, avec des licences, avec de la publicité, etc. C'est-à-dire avec de l'immatériel. Oui, et c'est tout le problème tout le problème de la fiscalité de l'immatériel, et en particulier lié quand vous achetez sur Internet, et ça se développe, hein, le e-commerce, vous voyez que très souvent, la facturation se fait maintenant, même plus en Irlande, à Singapour. Bon. C'est-à-dire que vous avez une évasion fiscale considérable. Comment allons-nous faire, les pays européens notamment, comment va-t-on pouvoir récupérer cette fiscalité, cette évasion fiscale, de fait? Il faut probablement d'abord avoir une pression du contrôle dessus, parce que ça passe quand même largement par des questions de prix de transfert. Oui. Or, les prix de transfert, il y a des règles pour établir les prix de transfert, et il y a des règles il arrive qu'elles soient respectées, mais il arrive aussi qu'elles ne le soient pas. Et un contrôle fiscal efficace, et ça existe, quand il se penche sur une entreprise qui recalcule les prix de transfert par rapport à ce que ça devrait être, il y a souvent des écarts, et à ce moment-là, il y a une rectification. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des situations où c'est beaucoup plus structurel que ça, en particulier les entreprises, on parlait tout à l'heure du net, mais il y a d'autres entreprises aussi, les entreprises de matières premières, par exemple, qui sont sur les matières premières. Avec l'Afrique, il y a des entreprises qui sont dans le bois, qui produisent, qui commercialisent du bois qui est exploité dans la forêt tropicale. Le bois doit aller normalement en Europe, il est fait pour être exporté sur l'Europe, mais il transite comptablement, évidemment, c'est pas le bois matériel, par l'île Maurice, par exemple, comme paradis fiscal, où on localise toute la valeur ajoutée, financière, et comme l'île Maurice a un système extrêmement favorable, effectivement, l'entreprise y échappe. Et ça peut être aussi une autre entreprise de bois qui est assez connue, qui est allemande, qui transite par la Suisse. En fait, son siège est quasiment en Suisse, et donc ça lui permettait, parce que je crois que ça a été un peu rectifié, de payer, d'échapper à la fiscalité. On se rend compte qu'il faudrait que l'ensemble de la Direction générale des impôts soit reformée et reconvertie pour aller étudier les prix de transfert dans le monde entier. Et en plus, ils n'auraient pas accès aux chiffres dans les différents stades de la composition de la valeur et des prix de transfert. Donc ça devient insoluble, non ? Il y a 2 ou 3 mesures qui pourraient être prises, mais pour tout ça, évidemment, il faut toujours un consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord, parce que sinon, on parlait des trous tout à l'heure, des trous noirs, il y en a, mais il y a aussi des trous, le trou, ça veut dire aussi de l'opacité. Et donc, s'il y a une compétition dans l'opacité, qui existe aujourd'hui, ça marche difficilement. Donc, il faut que tous les pays se mettent à la même norme. Parce que dès que vous en avez un qui a une norme plus favorable, effectivement, il faut déjà qu'on se mette d'accord. Donc, il faut arriver à des standards et à ce que les pays eux-mêmes adoptent des standards. Bon, c'est ce qui se fait en ce moment avec les conventions qui sont signées sur le plan international. Sur l'Europe, il y a des standards particuliers qui sont plus durs. Et par exemple, vous avez la directive épargne. Alors, le problème, c'est qu'on est dans du juridique, sur du juridique, etc. La directive épargne, par exemple, elle est excellente. La directive anti-blanchiment aussi. Il faut qu'elle soit transposée, parce que ce n'est qu'une directive. Bon.
Il y a mieux dans le genre. Enfin, bon, c'est déjà pas mal. Et il faut que chaque pays la transpose. Mais ils la transposent à leur mode. En même temps, même des pays qui ont transposé de la même façon, au mot à mot, la directive épargne, la pratique n'est pas toujours la même. Donc, on a des difficultés qui sont assez grandes. Mais je pense que ça progresse. En même temps, il faut que du côté des entreprises, ils voient que le risque de se faire coincer dans une affaire de blanchiment ou même de grande évasion, parce que l'évasion, ça devient assez facilement de la fraude avec certaines législations, avec la France, en France en particulier. Il y a d'autres pays qui feraient bien de relever un petit peu aussi leur système de sanctions. Et puis, il y a des obligations en matière de blanchiment qui sont... Bon, elles ne sont pas communes pour l'évasion, mais enfin, par exemple, sur le blanchiment, on demande très précisément que chaque pays soit organisé de façon à avoir un système de déclaration de soupçon, chez nous on a le TRACFIN, qu'on puisse aller jusqu'au fond, chercher le propriétaire, l'identifiant, qui garde leur comptabilité, etc. Enfin, il y a 40 obligations qui sont, au début... Bon, il y a quelques banques qui prenaient ça un petit peu à la rigolade, d'entreprises aussi. Là, maintenant, ça devient très sérieux parce qu'il y a des sanctions qui sont tombées, qui sont des sanctions financières. On en parlait tout à l'heure. La sanction Wachovia, elle n'est peut-être pas suffisante parce qu'ils n'ont pas tout vu. Mais enfin, il n'empêche qu'ils se sont pris quand même 160 millions de dollars d'amende. Bon, c'est dans une période où ils faisaient plus du tout de bénéfices. Bon, en même temps. Bon, donc, il y a un système de sanctions qui maintenant se manifeste. Et puis... Je pense qu'il faut plus de transparence également dans les comptes des multinationales. Il y a une proposition qui est faite, qui n'est pas encore adoptée, malheureusement, qu'on a du mal à faire progresser, parce que tout le monde ne la défend pas, mais enfin la France la défend, c'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays. C'est-à-dire que chaque multinationale, dans ses comptes, explique pays par pays ce qu'elle paye comme impôt. Alors, notamment ce qu'elle paye pour impôt, mais aussi ce qu'elle a comme chiffre d'affaires, ce qu'elle paye comme taxe, parce qu'il y a des tas de moyens de raconter que même dans un pays en développement, on paye des impôts. En réalité, on mélange les droits de douane, le ticket qui est donné à tel ou tel dirigeant politique, etc. On va terminer l'entretien sur cette proposition. Effectivement, il faudrait arriver à ce que les multinationales, une obligation internationale, qui les oblige à donner pays par pays ce qu'elles font, ce qu'elles produisent, l'emploi qu'elles y ont, et les taxes qu'elles y payent. Et ainsi, par l'information, la transparence, on arriverait à se faire une idée, et peut-être les populations de chacun des pays, les opinions publiques, feraient-elles un peu plus pression pour que les multinationales participent un peu plus au développement des pays où elles sont. Alors il y a un progrès sur les industries extractives. Il y a un accord international qui a été fait sous l'égide de l'ONU. Les États-Unis viennent de le faire passer dans une loi. Ça concerne toutes les industries extractives, y compris l'industrie pétrolière. Et ça va entrer en vigueur dans les prochains mois. Et ça va sans doute être adopté à l'international de façon complète. Donc ça, c'est un vrai progrès. Parfait. Bien, merci.